Aujourd'hui, les gens ont besoin d'avis tranchés. Et dans le monde de l'investissement, il y a ceux qui ne jurent que par les ETF et ceux qui ne croient que dans les actions. Bon, d'accord, entre les deux, il y a tous ceux qui sont perdus ou qui hésitent. Eh bien, dans cette vidéo, on va déterminer ce qui, entre ETF et actions, est le mieux pour vous. Et là, je crois que j'ai réussi à faire le prologue le plus court de toute la chaîne. Bon ben, sans plus tarder, on y va alors. Qui sait qui est le plus fort entre Bruce Lee et Mohamed Ali? Il est probable qu'étant enfant, vous vous soyez déjà posé la question, ou toute autre question similaire en fonction de votre génération. Eh bien, dans le monde de la finance, on retrouve également ce type de controverse, qui n'a pourtant pas vraiment de sens. Parce que entre Bruce Lee et Mohamed Ali, tout le monde sait bien que c'est... Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Le Cube et avec mon partenaire La Voix... Ah d'accord, aujourd'hui on inverse les présentations. Bon ben... Salut tout le monde! Nous n'allons pas essayer de trancher définitivement, mais plutôt de partir de cette polémique pour vous aider à faire un choix plus raisonné et plus adapté à l'objectif que vous voulez atteindre. Car oui, ne nous l'aurons pas, s'il y avait une seule réponse, elle aurait déjà été découverte et tout le monde l'appliquerait. Par contre, que l'on soit investisseur débutant ou plus confirmé, il est légitime de chercher à savoir s'il ne faut pas privilégier l'un ou l'autre en fonction de son objectif. Effectivement, un investisseur débutant peut se demander s'il ne doit pas plutôt se concentrer d'abord sur l'un des types de produits plutôt que l'autre. Et un investisseur plus aguerri s'il ne peut pas ponctuellement favoriser l'un avant de revenir vers l'autre. Pour ça, nous allons donc commencer par faire un petit rappel des avantages et inconvénients des ETF et des actions avant de voir la question de leur performance, dont les résultats sont plus contre-intuitifs, pour enfin vous livrer une grille de lecture qui facilitera vos choix. Mais si vous découvrez la chaîne, commencez par vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment nous suivre et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo et ne pas manquer un seul épisode. Commençons par établir une liste globale des avantages et inconvénients de chacun des types d'actifs qui nous sera utile pour la suite. Allez, on démarre avec les ETF. Le Cube ? Très bien. Alors, pour leurs avantages, je dirais d'abord la simplicité. Ils demandent moins d'analyse amont pour faire un choix, on a besoin de moins de lignes que pour un portefeuille action et la gestion est moins chronophage. Ensuite, ils sont globalement moins risqués que les actions, même si la notion de risque englobe en réalité de nombreux facteurs. Enfin, comme on a moins de lignes, on a donc moins de frais de transaction. Par contre, on va se retrouver avec des frais de gestion, qui eux vont gréver la performance. Et plus la valorisation de l'ETF sera importante, plus les frais vont augmenter, car ils sont calculés en pourcentage de cette valeur. Évidemment, on montera plus difficilement une stratégie précise via les ETF et potentiellement moins rentable. La rentabilité restera donc au niveau de la moyenne du marché. Enfin, en achetant un panier de titres sur la base d'un indice, vous achetez les bonnes sociétés, mais également celles qui sont plus mauvaises et qu'individuellement vous n'auriez peut-être pas choisies. Vous pouvez donc vous retrouver avec des pommes pourries dans le lot. Ensuite, il y a d'autres risques systémiques que l'on avait rapidement abordés dans la vidéo spécifique aux ETF, mais qui sont moins importants pour notre comparaison. Peut-être que je traiterai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Passons maintenant aux actions. Eh bien, justement, il y a les possibilités de customisation du portefeuille pour répondre à une stratégie et des objectifs plus précis. En gros, avec les actions, on peut faire du sur-mesure. Du coup, la rentabilité d'un portefeuille action est supérieure à celle d'un portefeuille ETF, à partir du moment où on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr. En tout cas, les possibilités de surperformance sont meilleures. Enfin, les actions sont moins coûteuses que les ETF, car elles n'ont pas de frais de gestion. Exact. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas bien, car ils confondent frais de transaction et frais de gestion. Une action, une fois achetée, ne coûte plus rien, alors que l'ETF vous coûte toujours un peu d'argent chaque année parce qu'il a des frais de gestion. Par contre, avec un portefeuille action, vos frais de transaction seront sans doute plus importants au global, car vous augmenterez sans doute le nombre de lignes.
Enfin, la gestion va être plus chronophage et demandera plus de suivi que pour un portefeuille composé uniquement de trackers. Mais lorsqu'on voit le tableau dans son ensemble, ça reste quand même difficile de les départager. Effectivement. Donc d'un point de vue global, le choix se fera surtout par rapport à l'approche que l'on va avoir sur ces investissements et sur la façon dont on veut gérer les choses. Mais du coup, c'est le moment de s'intéresser à la question de la performance. La question de la performance se décline autour de 4 éléments. Celle des types d'actifs, la performance des ETF versus la performance des actions, celle des catégories d'investisseurs. Investisseurs individuels versus gérants ou investisseurs professionnels. Et bien évidemment, la comparaison va se faire par rapport à des indices. Pour les ETF, le constat est simple. Si les trackers essaient de copier la performance d'un indice, ils ne peuvent donc faire guère mieux que l'indice lui-même. Un portefeuille investi totalement en ETF se verra donc condamné en quelque sorte à rester au niveau de la moyenne. Cela dit, il faut mettre un petit bémol. En lisant les fiches d'information, les DICI, les objectifs des émetteurs restent néanmoins de tenter de battre leur indice de référence. Et même si cette éventuelle surperformance n'est que de quelques pourcents, voire moins, sur la longue route, le résultat en termes de gains est loin d'être dérisoire. Donc, tenez-en compte pour votre décision. Voyons les actions maintenant, et là, ça va faire mal. Globalement, la majorité des actions font perdre de l'argent à leurs actionnaires. Eh oui. En tout cas, c'est ce que montrent de nombreuses études réalisées sur le sujet. Par exemple, entre 1983 et 2006, 64% des actions ont eu un rendement total inférieur à celui du Russell 3000 au cours de leur durée de vie. 36% ont eu un rendement supérieur à celui de l'indice et seulement 6,1% ont considérablement surperformé l'indice. Pire, l'étude sur la création de richesse de Hendrik Bessembinder montre que sur le marché américain, entre 1926 et 2019, 58% des actions ont fait perdre de l'argent à leurs actionnaires et seuls 42% ont pu créer de la richesse. Ah ouais, ça calme. Mais ça montre surtout que tout va se jouer sur le choix des actions. Car si on tape dans les 36% d'actions gagnantes, les résultats, donc la rentabilité, montent vite en flèche. D'où l'importance d'analyser les valeurs, bref, ce qu'on ne cesse de répéter sur cette chaîne. Alors, justement, au niveau des types d'investisseurs. Pour les investisseurs individuels, il n'existe pas d'études spécifiques en fonction du type d'actif. Par contre, en croisant les études, on obtient 2 tendances qui dépendent du mode de gestion. Les investisseurs passifs vont plutôt sous-performer le marché, mais de seulement quelques pourcents. Pour autant, ce petit écart va prendre au fur et à mesure des années une importance non négligeable. Les investisseurs actifs vont parfois obtenir des surperformances, mais pouvant atteindre 10, 20, voire 30%. En gros, ceux qui gagnent beaucoup. Mais globalement, la tendance est plutôt à la sous-performance. Pour autant, et mis à part la question du day trading que nous avons déjà abordé, cette dernière n'est pas si catastrophique. Restent les investisseurs professionnels, gestionnaires de fonds ou gérants privés. Là, plusieurs études, et notamment la fameuse Spiva publiée chaque année depuis 2014, montrent clairement que les gérants professionnels sous-performent les indices qu'ils suivent. Mais attention, là aussi mieux vaut mettre un petit bémol. Déjà, la performance totale est souvent grévée par les frais de gestion eux-mêmes. Ensuite, les gestionnaires ont différentes contraintes liées aux produits qu'ils proposent. La première étant de ne pas perdre leurs clients. De ce fait, et notamment en période de hausse des marchés, sous-performer un indice peut être interprété comme le signe d'une certaine prudence de la part de ces mêmes gestionnaires. Surtout lorsqu'on sait que l'investisseur individuel, lui, a une tendance à la surconfiance par rapport au marché et en sa propre compétence. En tout cas, si votre objectif est de tenter de battre des indices, vous avez là tous les outils nécessaires pour faire votre choix. Mais justement, et c'est en ça que la question du qui c'est qui est le meilleur et qui bat tout le monde n'est guère pertinente, comment choisir si votre objectif n'est pas de battre le marché ? Par exemple, pour le portefeuille que nous construisons dans la série Un portefeuille presque parfait,
La stratégie employée vise à augmenter le montant de liquidité disponible pour un investisseur ayant une faible capacité d'épargne, pas abattre le marché. Donc, pour tous ces objectifs différents, qui représentent en réalité la majorité des cas de figure, mieux vaut se baser sur d'autres critères plus souples pour pouvoir effectuer votre choix. Que cherchez-vous à obtenir en investissant? Soyons clairs, a priori, à faire de l'argent. Donc, pourquoi se priver d'outils qui nous permettent d'atteindre ce résultat? En d'autres termes, il n'y a que quelques cas de figure où vous partirez sur un portefeuille composé d'un seul des deux types d'actifs. Mais parfois, on peut se demander lequel des deux privilégier. Nous avons vu que tenter de déterminer lequel serait meilleur est inutile. Le mieux est donc de vous donner des pistes de choix pour 4 grands critères. Le niveau de gestion ou de compétence, l'horizon d'investissement, l'aversion au risque, et enfin la question des gains. Commençons avec la gestion. Là, c'est simple, moins vous avez envie de consacrer du temps à votre portefeuille, et plus vous pourrez privilégier les ETF. Ils sont parfaits pour de la gestion dite passive. A contrario, plus vous vous impliquerez dans cette gestion, et plus vous vous dirigerez vers des actions. Ensuite, pour l'horizon d'investissement. Globalement, pour le long terme, actions ou ETF se valent. Mais si vous voulez avant tout faire fructifier tranquillement un capital ou une épargne, dans ce cas-là, préférez les ETF. Si vous êtes sur du moyen terme, ce qui va en général avec la recherche d'une certaine performance, alors les actions seront votre outil principal. Pour le court terme, ou pour toute stratégie avec de nombreuses opérations d'achat-vente, là, c'est bien sûr les actions qu'il faut privilégier. Oui, pour du court terme, envisager les ETF est quasiment un non-sens. En ce qui concerne l'appétence au risque, moins vous avez envie d'en prendre et plus les trackers seront faits pour vous. Dans le même temps, ils permettront de stabiliser un portefeuille en amortissant une partie de sa volatilité. D'ailleurs, si vous êtes débutant, partez plutôt sur un portefeuille ETF, qui vous permettra de faire à moindre risque vos premières armes. Reste la question des gains, qui est la plus complexe. Donc, chercher de la performance vous oriente vers les actions. Si vous voulez, c'est un peu la différence entre faire fructifier un capital et multiplier un capital. Par contre, plus vous êtes sur un objectif de type rente, et plus vous pouvez privilégier les ETF. Si ce sont des revenus complémentaires qui vous intéressent, alors les actions, et notamment celles à dividendes, seront sans doute plus adaptées. Et bien sûr, si vous n'avez pas comme objectif de surperformer le marché, alors la gestion indicielle est à considérer. Par contre, si vous voulez tenter de surperformer le marché, c'est bien les actions qui seront votre meilleur allié. En tout état de cause, n'oubliez pas que les ETF ne sont pas les ennemis des actions, mais bien un outil complémentaire pour permettre à votre portefeuille de se développer dans de bonnes conditions. Ensuite, restera à savoir si vous êtes plutôt sur une stratégie de type croissance ou une stratégie de dividende. Si vous hésitez, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo, qui répondra sans aucun doute à votre question. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo, c'est une grande aide pour la chaîne. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien abonnez-vous. Mais comme s'abonner sans regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Chuck Norris. Quoi? Chuck Norris bat Bruce Lee, Cassius Clay, voire Robocop. Et même tous en même temps s'il faut. Parce que personne n'arrive à la cheville de Chuck Norris. À part ses chaussettes. Pas sûr que ce soit une excellente référence celle-là.